En usinage, il y a beaucoup de paramètres à comprendre et à contrôler pour mener à un usinage qui est efficace. Donc, avec un usinage rapide, avec un beau fini de surface, un usinage qui est sécuritaire et un usinage qui permet l'usure de l'outil le moins rapide possible. Le premier critère à contrôler ou à comprendre, c'est le sens du fraisage. On peut fraiser soit dans le sens en avalant ou le sens en opposition ou aussi appelé en repoussant. C'est très, très simple. En plus, le nom, il décrit bien, le nom décrit bien le phénomène. C'est que si l'outil tourne, exemple, dans le sens horaire, puis qu'on présente une pièce à l'outil, puis une pièce qui n'est pas attachée dans un étau ou sur une table, quand l'outil va toucher à la pièce, mais l'outil va chercher à entraîner la pièce, ça va chercher à avaler la pièce. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas chercher plus loin. En repoussant ou en opposition, c'est juste l'inverse. Donc, pour un même sens de rotation, si l'outil tourne comme ça, si une pièce qui n'est pas attachée à un étau rentre sous la pièce, l'outil va simplement essayer de chasser la pièce, elle va la repousser. C'est juste ça le sens de l'usinage. Par contre, la manière que c'est écrit dans les notes ici, bien, on dit qu'en avalant, c'est quand le sens de la flèche, voyez-vous, c'est mis en bleu, le sens du déplacement de la pièce est dans le même sens que le sens où que l'outil fait contact avec la pièce. Voyez-vous, la pastille ici fait contact dans ce sens-là, et c'est dans le même sens que la pièce, donc on dit que c'est en avalant. Parce qu'évidemment, l'outil, ce côté ici, qui ne touche pas à la pièce, c'est dans le sens inverse du déplacement de la pièce, mais ça, cette pastille-là n'a pas d'impact sur l'interaction entre la pièce et l'outil. Évidemment, cet outil-là fait un impact comme ça, mais la résultante des forces est quelque part comme ça ici. Puis c'est quand même dans le sens ou dans la même orientation que le déplacement de la pièce. Parce que même si la résultante, je vais la déplacer, même si la résultante est ici, il y a une composante qui va être verticale, mais il y a quand même une composante qui va être dans le même sens que le déplacement de la pièce. C'est pour ça qu'on appelle en avalant. Même chose en repoussant. En repoussant, on a la pièce qui se présente comme ça, mais on a une composante d'une pastille ici qui va pousser par là, puis même une pastille qui va être comme ça ici. Donc la résultante va être quelque part entre les deux, mais il y a quand même une composante qui va être inverse au déplacement de la pièce. Fait que c'est ça le principe des flèches qu'on explique ici, mais ça veut juste dire qu'on avale ou on repousse. Bon, maintenant, supposons que ça, c'est la table de la fraiseuse, ça, c'est une pièce, et l'outil tourne, voyez-vous, dans ce sens-là ici, comme ça. Qu'est-ce que vous pensez quel phénomène pensez-vous qu'on décrit? Est-ce que c'est un fraisage en avalant ou en repoussant? La fraiseuse tourne comme ça. Et voyez-vous, c'est vraiment en avalant. Maintenant, que pensez-vous qu'il va se passer si l'outil tourne, la fraise tourne dans l'autre sens, dans le sens anti-horaire, et la pièce se présente dans le même sens que tantôt? Et oui, évidemment, la pièce s'est fait repousser parce que la pièce est rentrée sous la fraiseuse qui avait un mouvement opposé à sa direction. Donc, la fraise a tout simplement repoussé la pièce. Cette animation servait juste à illustrer plus clairement le phénomène du fraisage en avalant ou en repoussant ou en opposition. Mais habituellement, les fraises tournent toujours dans le sens horaire. La fraise a été montrée tournant dans le sens anti-horaire simplement pour simplifier l'animation. Aussi, la pièce est tout le temps fixée fermement sur la table ou sur un étau ou dans un gabarit. Donc, en usinage, la pièce n'est pas supposée, n'est pas censée s'envoler. Elle va rester fixe. Par contre, la pièce va quand même subir l'effort de l'outil. Elle va le sentir. Fait qu'en repoussant, la pièce va se sentir repoussée par l'outil, alors qu'en avalant, bien, la pièce va se sentir aspirée par l'outil. Et maintenant, c'est quel sens d'usinage qu'il est préférable d'utiliser? Est-ce que c'est préférable d'utiliser en avalant ou en opposition? En fait, la réponse va dépendre simplement du mécanisme, de la présence du mécanisme de reprise de jeu dans une fraiseuse. S'il y a un mécanisme de reprise de jeu, on est mieux d'utiliser en avalant. S'il n'y en a pas, ben, c'est préférable d'utiliser en opposition. Parce que si on a le choix, en avalant va donner de beaucoup plus d'avantages. On va les voir dans quelques secondes. Mais avant, on va parler du mécanisme de reprise de jeu. Pour comprendre le mécanisme de reprise de jeu, c'est d'abord important de comprendre l'anatomie de la fraiseuse.
En fait, on a la table dont je vous parlais tantôt, c'est ça ici. C'est là-dessus que l'étau va être fixé, par exemple, ou la pièce. Ça va être fixé sur la table. La broche, c'est la partie ici dans laquelle on met un outil. Donc, je pourrais dessiner un outil, par exemple, comme ça, avec un outil comme ça. Ça, c'est la partie qui va tourner. Maintenant, qu'est-ce qui fait bouger les axes? Bien, on a des manivelles. On a la manivelle ici, qui est la même que celle-là ici, qui fait la même chose. Puis ça permet un déplacement dans le sens des X. Ça, les X positifs sont dans ce sens-là. Tu as une autre manivelle qui est ici, qui permet le déplacement de la table dans les Y. Les Y positifs sont dans ce sens-là. Et il y a la table, il y a la manivelle des Z qui est ici. Puis elle, en la tournant, on fait bouger de haut en bas la table. Les Z positifs sont par en haut. Donc, ces manivelles-là font déplacer la table. Donc, si on prend, par exemple, seulement la table des X, puis on s'interroge sur comment fonctionne le déplacement en X. C'est le même principe pour les Y et le Z. Mais supposons qu'on y va avec le X. On a une manivelle qui est ici, qui est représentée ici par cette manivelle-là ici. Puis quand la manivelle elle tourne, bien, on fait tourner une vis. Puis la vis, elle vient se déplacer à cause qu'elle fait contact avec un écrou qui est fixe sur la machine. L'écrou est fixe. Donc, l'écrou étant fixe, en vissant ça, bien, toute la table se déplace d'un bord ou de l'autre selon le sens de la manivelle. C'est dans ce mécanisme-là qu'on va retrouver le mécanisme de reprise de jeu. Bon, à cause des limitations du logiciel d'animation qui est seulement en 2D, je n'ai pas été capable de représenter le mouvement de la vis hélicoïdale avec qui engendrait un mouvement sur un écrou qui est fixe. Donc, la façon que j'ai réussi à l'animer ou à le représenter, c'est la vis est représentée en vert. Elle va bouger comme ça, puis l'écrou, normalement, qui est fixe, va bouger un petit peu. Mais vous allez comprendre le principe. Le principe est quand même bien illustré de cette façon-là. Donc, on a la vis d'entraînement. Donc, au bout ici, on aurait une poignée qui permettrait de faire bouger la vis. Ici, on aurait un écrou qui est fixe, comme montré ici à l'image. Et on a la table sur laquelle on fixe la pièce. Si on parle d'animation, vous allez voir que si on déplace la table vers là, si on déplace la vis d'entraînement par là, la table ne bougera pas vraiment tant qu'il n'y aura pas un contact entre cette dent-là de la vis et cette partie-là de l'écrou. Un coup que c'est fait, là, on est capable d'entraîner la table et la pièce et tout ça. Par contre, vous allez voir que si on avance, l'outil, elle, qui va en avalant comme ça, va donner une force, va donner une force à la pièce qui va la chercher à la faire avaler par là. Donc, vous allez voir l'impact que ça a sur les filets comme ça ici. Donc, la table, elle bouge comme ça. Puis vu que, là, j'ai fait tourner un petit peu excentrique la roue pour montrer que les efforts ne sont pas tout le temps constants. Donc, en cours d'usinage, vous allez voir que la pièce, elle va vibrer. Elle ne sera pas tout le temps à côté sur ces parties-là de vis. Donc, en cours d'usinage, la table va bouger. Fait que c'est ça qui cause la vibration. Donc, si on va un petit peu plus vite, vous allez voir que la pièce, elle va bouger, puis c'est pas vraiment. Ça ne fera pas un usinage qui va être constant, en fait. Les finis de surface vont en souffrir aussi. Donc, ça, c'est un usinage en avalant, mais sans mécanisme de reprise de jeu. Fait qu'on voit que ça cause un problème. En avalant avec sans mécanisme de reprise de jeu, on voit que la table elle bouge de gauche à droite lors de l'usinage. Elle vibre en fait tout au long de l'usinage, puis ça fait un usinage qui est vraiment pas stable. Par contre, si on a toujours encore le même principe avec l'outil qui tourne dans l'autre sens, vous allez voir que là, on fait un usinage en repoussant. Donc, quand la pièce va toucher à l'outil, elle va vouloir se faire repousser. Vous allez voir l'impact sur le déplacement. Donc, on est déjà comme ça. Là, on cherche à déplacer la table à cause de la vis d'entraînement. Mais vous allez voir que parce que l'outil force dans le même sens, on va juste comme donner encore plus de force sur l'écrou vers la vis. Fait qu'on voit qu'il y a une stabilité quand même. Donc là, la table ne bouge pas de gauche à droite, elle ne vibre pas tout au long de l'usinage. On peut le faire aller plus vite. Vous allez voir, ça reste stable. Donc, quand on n'a pas de mécanisme de reprise de jeu, on voit que ça vibre en avalant, mais en repoussant, ça va bien.
Maintenant, si la fraiseuse est munie d'un mécanisme de reprise de jeu, c'est qu'au lieu d'avoir qu'un seul écrou, on en a deux qui sont reliés ensemble par un mécanisme de tension. Le mécanisme de tension est représenté ici par un ressort qui, lorsqu'en tension, va éloigner les écrous un de l'autre jusqu'à ce que les filets d'un écrou viennent épouser le filet de la vis d'entraînement d'un côté, alors que l'autre écrou va épouser les filets du côté opposé de l'écrou, ce qui va assurer une stabilité. Si on parle d'animation, vous allez voir ce qui se passe. Voyez-vous, là, les deux filets sont à côté des deux côtés, donc peu importe la direction de la table, il n'y aura pas de jeu qui va avoir lieu. Donc ici, on voit l'usinage qui est normalement problématique parce qu'on usine en avalant. Et voyez-vous que la table ne vibre pas du tout. Donc, on est capable de faire un usinage en avalant avec toutes les propriétés bénéfiques que propose l'usinage en avalant sans pour autant déranger la stabilité de l'usinage. Maintenant qu'on connaît le fraisage en avalant et en repoussant, ou aussi en opposition, et qu'on connaît aussi ce qu'est un mécanisme de reprise de jeu, on peut maintenant voir c'est quoi les avantages et les inconvénients des deux méthodes d'usinage. Donc, le désavantage qu'on retrouve avec la méthode en avalant, c'est vraiment que ça demande un mécanisme de reprise de jeu. Si on n'a pas de mécanisme de reprise de jeu, il ne faut pas penser à faire une méthode en avalant parce que ça va créer de la vibration. Puis l'avantage de l'opposition, c'est l'inverse, c'est qu'on n'a pas besoin de mécanisme de reprise de jeu. Il y a des flèches ici qui montrent qu'en fait, que l'avantage d'un devient l'inconvénient de l'autre. Donc, l'avantage d'usiner en avalant réside principalement dans la formation du copeau. Voyez-vous ici, en usinant en avalant, le copeau ici va se former avec la partie la plus grosse. La partie de l'outil va rentrer, ou l'outil simplement, va rentrer pour arracher une grosse partie de la matière. Donc, ça va être facile à détacher, de cisailler le copeau de la pièce à usiner. À l'inverse, si on usine en repoussant, comme c'est montré ici, voyez-vous, la pastille doit frotter un certain temps sur la partie déjà usinée et frotter assez longtemps pour accumuler de la pression suffisante pour amorcer le cisaillement du copeau de la pièce. Ça va prendre beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de chaleur qui va se développer ici. Donc, la pastille va s'user plus vite à cause de la surchauffe. Il va y avoir un fini moins beau de la surface. Ça, c'est les avantages reliés à la géométrie. Aussi, on voit ici que le copeau commence gros. On arrache le copeau de façon grossière, mais il finit tout petit le copeau. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Ici, le copeau finit gros. Ce que ça fait, c'est un copeau qui finit gros, c'est qu'il est dur à détacher. À la fin, là, quand l'outil sort de la pièce, le copeau peut rester en place, ce qui va créer une bavure. Il y a une étude qui a été publiée par les chercheurs de l'ETS à Montréal, la référence est ici, où on montre cette photo-là. Ici, c'est la sortie ici du upmilling. Upmilling, ça, c'est la même chose que l'opposition. C'est l'usinage en opposition. Alors que l'autre côté, c'est le downmilling. Ça, c'est comme avalant. Donc, ce qui se passe ici, dans le côté du upmilling, du upmilling, c'est que l'outil était comme ça. Puis l'outil tourne dans ce sens-là, évidemment, et il s'en vient par ici. Donc, l'outil faisait arracher un petit morceau de copeau puis il en arrachait un gros à la sortie. Mais quand il est arrivé à la sortie, quand l'outil a sorti de la pièce ici, on voit que l'épaisseur du copeau était trop grosse pour se détacher de la pièce. Donc, ça a juste créé une bavure. Alors que si on y va du côté downmilling, qui est l'usinage en avalant, l'outil tourne encore dans ce sens-là, puis il s'en vient encore dans ce sens-là. On voit évidemment qu'à la sortie, bien, ça va être beau parce qu'il arrache une grosse partie. Fait que l'outil vient vraiment casser ça ici. Puis à la sortie ici, c'est ici qu'il aurait pu avoir une chance d'avoir un copeau, si j'efface l'outil. C'est ici qu'il aurait pu avoir la chance d'avoir un copeau, ou pas un copeau, mais une bavure. Mais en fait, la bavure était tellement petite, parce que rappelez-vous, le copeau commence gros puis finit mince. Il commence gros puis il finit tout petit. Fait que les chances que ça reste accroché dans la pièce, c'est beaucoup plus faible. Alors qu'à l'inverse, ici, le copeau commence petit puis il finit gros. Fait qu'il commence vraiment petit puis il finit comme ça.
Mais cette partie-là ici est dure à arracher du copeau, de la pièce. C'est ce qu'on voit ici. Voici une animation qui aide un petit peu à expliquer comment fonctionne l'arrachement de matière. C'est une animation qui est pas mal boiteuse, mais ça peut peut-être aider à comprendre. En fait, la roue qui tourne ici, la roue dentelée, ça simule l'outil de coupe. Donc, chaque surface ici de la roue, il faut imaginer que c'est une partie tranchante de l'outil. Ce qui est en blanc, c'est la pièce à usiner. Puis les petites billes sur le dessus représentent les atomes qu'il faut arracher de la pièce à usiner. Donc, si on parle de simulation, on voit que l'outil, pour être capable de finir par arracher un copeau, doit faire accumuler la pression pour faire le copeau. Donc, on voit que c'est difficile à commencer à arracher le copeau. Fait que si on accélère un peu la simulation parce qu'on comprend le principe, bien, on voit que ça fait des gros copeaux à la fin. Puis à la fin, bien, le copeau, bien, il est gros à arracher, puis c'est à cause de cette partie-là ici que ça fait des bavures, en fait. Ici, c'est la même chose. On a une pièce en blanc avec les atomes qui sont représentés par les petites billes reliées avec des springs qui représentent leur lien interatomique. Avec l'outil, la roue dentelée avec les petites dents qu'on présume que c'est les petites coupes est ici. Puis la pièce, elle avance, toujours en avalant. Fait que là, on voit que le copeau, l'outil va rentrer facilement dans la matière. Voyez-vous, on arrache beaucoup plus de matériel, on ne frotte pas, là, on arrache beaucoup de matériel, puis le copeau, il finit fin à la fin. Fait que c'est facile de pénétrer la pièce, ça donne moins d'effort sur les petites coupes, ça donne un meilleur fini. La dernière partie, c'est la force utilisée par la machine pour faire l'usinage. Si, par exemple, la fraiseuse, prend de l'énergie pour faire pivoter l'outil, puis il doit aussi donner de l'énergie pour faire avancer la table si on est en fraiseuse CN. Sinon, ben, c'est la force humaine qui fait avancer la table. Mais tout de même, on voit que l'effort de coupe est dans le même sens que le déplacement de la pièce. Donc, les efforts ne se contredisent pas. Contrairement à l'effort de coupe de l'opposition, il faut, en plus de forcer pour couper la pièce, il faut forcer ou il faut que la machine déploie l'énergie pour se battre contre le mouvement de la pièce. Donc, ici, c'est plus énergivore d'usiner en opposition. OK, bien c'est bien beau tout ça, mais maintenant, en concret, on fait quoi? Quel sens qu'on usine sur la pièce? En fraisage, il y a deux principales façons d'usiner. Il y a un surfaçage, comme c'est montré sur cette image-là ici. On va voir le contournage plus tard. Surfaçage, c'est vraiment, ça vient usiner la surface de la pièce. Contournage, c'est si l'outil était, par exemple, un outil comme ça, puis on venait usiner le côté de la pièce, de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc, en contournage, on viendrait par exemple ici, puis l'outil pourrait faire le tour de la pièce comme ça, ou peu importe. Ça, c'est du contournage. Surfaçage, c'est le dessus de la pièce comme ça. Ceci étant dit, commençons par le surfaçage. Comme c'est là, on voit que l'outil, elle a déjà usiné de cette façon-là ici, puis on voit qu'il est engagé, puis l'outil tourne toujours dans le sens horaire. Donc, on voit que l'outil, vu qu'elle avance comme ça, a subi de la force, elle inflige une force de ce côté-là sur la pièce et aussi de ce côté-là. Puis la pièce, elle, se déplace de ce côté-là en rapport avec la pièce. Donc, si on prend les forces qui touchent à la pièce, on a cette force-là ici, puis celle-là ici, on pourrait dire, comme par exemple, que la résultante était une force qui était, je vais le dessiner un petit peu à côté, la force était un peu comme ça. Donc, on a une composante comme ça, puis comme ça. Donc, on peut voir vraiment qu'on usine en opposition. Si la pièce était mal prise dans les étaux, bien, la pièce chercherait à se sauver par là. Voici l'usinage en pleine action. Ici, c'est un exemple d'usinage de surfaçage en avalant. Pourquoi? La pièce se déplace déjà dans ce sens-là par rapport à l'outil. L'outil, elle donne une force comme ça à la pièce et aussi comme ça. Donc, on voit que ces deux flèches-là sont dans le même sens. Donc, on cherche à avaler. La pièce se sent aspirée par par l'outil. Tantôt, on a vu que la partie du bas pouvait se faire surfacer en repoussant, mais on peut le faire aussi en avalant.
Donc, si l'outil tourne toujours du même côté, mais que la pièce se déplace de ce côté-là maintenant, bien, les efforts de coupe que reçoit la pièce par l'outil sont comme ça et comme ça. Donc, on voit que les deux flèches sont dans le même sens. Donc, la pièce, elle se fait entraîner, elle se fait avaler encore par l'outil. Donc, c'est possible. Voici l'animation. Il y a certaines situations en usinage où on n'aura pas le loisir de choisir entre un usinage en avalant ou en repoussant. C'est le cas, par exemple, quand on fait des rainures. Quand on fait des rainures, la pièce, par exemple, se déplace de ce côté-là par rapport à l'outil, mais l'outil, lui, va pousser ici, donc il va être en repoussant ici ou en opposition, mais par contre, il va être en avalant ici. Mais il y a aussi, donc les deux forces s'annulent si on veut, puis il y a une force aussi qui va être déployée par là. Donc, à la sortie de la pièce, quand la fraise va sortir ici, on va pouvoir avoir des bavures ici, comme on voyait dans l'image précédemment. Et ici, on devrait avoir une sortie qui est quand même propre. Voici ce que ça donne en simulation. Ici, c'est un exemple de fraisage en contournage. Contournage parce qu'on contourne la pièce. Donc, l'outil de la vue du dessus tourne de ce sens-là. Puis, l'outil voyage dans ce sens-là par rapport à la pièce, comme on le voit ici, qui a déjà commencé à usiner dans la simulation. Donc, l'outil fait comme rouler sur la pièce. Donc, on peut comprendre que l'outil veut la partie de la pièce va être de ce côté-là, puis la partie de l'outil va être dans le même sens. Donc, on voit vraiment que c'est un usinage en avalant. On voit qu'il y a moins d'effort parce que l'outil fait comme rouler sur la pièce. Si l'outil est comme ça, il tourne comme ça, c'est comme s'il roulait sur la pièce. Donc, c'est vraiment un usinage en avalant. Voici ce que ça a l'air en mode simulation. Donc, on peut comprendre que quand on veut faire un usinage en avalant, un usinage qui est en contournage extérieur, bien, on va dans le sens horaire autour de la pièce, puis ça va nous procurer un usinage en avalant. Par contre, ça, c'est bien pour le fraisage chez N, parce qu'il y a un mécanisme de reprise de jeu. Mais si on était en conventionnel, il faudrait usiner de ce côté-là, dans le sens anti-horaire. L'outil tourne toujours dans le même côté, mais là, on veut usiner à rebrousse-poil. Fait qu'on veut usiner, puis bien qu'on se déplace par là, notre outil va aller en sens inverse dans la pièce. Fait que ça, c'est ça pour le conventionnel. Et c'est toujours pour un contournage extérieur. On va voir que c'est l'inverse dans le contournage intérieur, mais c'est la même règle qui s'applique. Maintenant, si on veut usiner en contournage, mais l'intérieur d'une pièce, ou communément appelé une poche, bien, si on veut usiner toujours en avalant, l'outil tourne toujours dans le même sens, mais là, l'outil va falloir qu'il se déplace de ce sens-là pour que l'outil roule sur la pièce. Donc, c'est vraiment un usinage dans ce sens-là pour faire un usinage en avalant. Si on voulait faire un usinage en repoussant, l'outil tourne toujours dans le même côté. Donc, il faudrait aller dans ce sens-là pour que l'outil travaille contre le déplacement de la pièce. Donc, ça, c'est bon pour le fraisage conventionnel. Et en avalant, comme toujours, c'est pour le fraisage chez N. On va voir dans la vidéo les deux exemples en simulation. Cette vidéo portait sur le concept de l'usinage en avalant versus en opposition, mais il y a beaucoup d'autres concepts à maîtriser et à mettre en application pour permettre un usinage adéquat et sécuritaire. Par exemple, il y a les efforts de coupe. Autant l'effort que l'outil va subir, ça ne prend pas trop d'efforts parce qu'on ne veut pas l'user prématurément ou l'abîmer ou le casser.
Aussi l'effort sur la pièce. On veut que la pièce reste en place, qu'elle ne se déforme pas. Et aussi sur le gabarit ou sur l'étau qui la maintient. On ne veut pas que la pièce vole, s'échappe de son emprise. Il y a aussi les vitesses d'avance. À quelle vitesse est-ce que l'outil va rentrer dans la pièce? La vitesse de rotation. Avec elle, quel RPM est-ce que l'outil doit tourner? Le type d'outil, est-ce qu'on prend, quelle sorte de fraise qu'on prend ou quelle sorte de forêt on prend? La stratégie d'usinage, est-ce qu'on fait les trous avant de surfacer, par exemple? Ou à quelle profondeur on peut prendre chacune des passes? Il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis, si, par exemple, ça va nous permettre de faire de belles choses puis avoir beaucoup de plaisir. D'autres vidéos vont suivre pour traiter de ces autres sujets-là. Mais j'espère que ça a été clair.